bonjour à toutes et à tous à cette session sur l'IA va-t-elle bouleverser la finance? Donc, bonjour à tous. Donc, vous avez tous entendu parler de l'IA, évidemment, et nous avons ce matin essayé de voir de façon un peu plus concrète, dans un secteur, celui de la finance, comment elle se déploie. Alors, dans le domaine financier, effectivement, elle se déploie à un rythme accéléré, ce n'est pas nouveau, puisque l'IA, dans le domaine financier, on a toujours utilisé beaucoup de données, et donc il a fallu automatiser toutes ces données. Et donc mais aujourd'hui, l'IA générative semble changer un petit peu la donne, et c'est ce qu'on va regarder ce matin, et avec des spécialistes, des praticiens de la finance. Et j'ai le plaisir d'accueillir ici donc Agnès Benassi-Kéré, qui est sous-gouverneur à la Banque de France, à côté d'Agnès Geoffroy Guigou, qui est cofondateur de United, qui est une institution de crédit qui est en charge, qui a développé le crédit instantané. Geoffroy nous expliquera un peu comment ça fonctionne. Ensuite, on a Marie Brière, qui est d'Amundi, et aussi à l'Institut Louis Bachelier, et Olivier Fisch de l'ACPR, dans l'ACPR qui est en charge de la supervision des banques et des assurances. Alors, aujourd'hui, on va essayer de regarder un petit peu donc, quel est le potentiel de l'IA, quels sont les potentiels, éventuellement les risques qui sont associés au développement de l'intelligence artificielle. Alors pour cela, on va procéder en 3 temps. Dans un premier temps, on va donner quelques exemples des cas d'usage de l'IA, comment est-ce que ça se développe. Il y a beaucoup de choses intéressantes à regarder. Ensuite, on va regarder dans un deuxième temps quels sont les impacts positifs ou éventuellement les risques associés à ce développement de l'IA. Et en troisième partie, voir comment est-ce que la gouvernance de ce dispositif, comment est-ce qu'éventuellement la réglementation peut faire développer, mieux tirer avantage des potentialités de l'IA, éventuellement limiter les effets éventuellement négatifs qu'on peut observer. Alors je vais commencer directement par... alors je veux aussi quand même saluer tous ceux qui sont en ligne, puisque nous avons, non seulement en salle ici, mais nous avons pas mal de lycées qui sont aussi connectés, donc je voudrais les saluer. Et puis nous avons aussi, je ne retrouve pas ma liste, mais ce n'est pas grave, nous avons aussi en ligne des gens qui viennent du monde entier, qui viennent de Londres, je voyais qu'il y avait des gens qui étaient en Inde, et donc je salue tous ces gens-là. Et aussi pour vous indiquer qu'à la fin, nous allons avoir quelques questions, donc préparez déjà vos questions. Voilà. Donc, commençons donc par le vif du sujet. On va commencer par les potentialités de l'IA. Quels sont les cas d'usage que l'on observe? Quels sont les produits qui sont aujourd'hui disponibles? Donc, Geoffroy Guigou, pouvez-vous nous expliquer un peu les applications que l'on voit déjà, et notamment chez vous, en matière d'octroi de crédit? Merci Olivier, ravi d'être avec vous ce matin. En préambule, juste pour présenter l'activité de United en 1 minute et que vous compreniez mon propos, on est un acteur spécialiste du crédit aux particuliers. Voilà, on est un établissement de crédit, jeune société du secteur bancaire, créée il y a 15 ans, 500 collaborateurs. On s'est introduit récemment en bourse, il y a 18 mois, et on annonce ce matin nos résultats annuels. Donc je peux parler un peu plus en détail de l'activité de la société. On fait du crédit à des particuliers de 100 à 50 000 euros pour acheter un smartphone, un panneau solaire, une voiture, des équipements de la maison. Le cas d'usage dont je voulais parler, c'est la décision de crédit, ce que Olivier appelle l'octroi de crédit. C'est très simplement pour une banque le fait de dire oui ou non à une demande de crédit. Et dans ce domaine, l'IA a été une transformation majeure. Quand vous faites une demande de crédit, prêt à la consommation, crédit immobilier, depuis des décennies, ça fonctionnait un peu de la même façon. Vous remplissez un grand formulaire, vous déclarez un peu tout sur vous, puis on vous demande des justificatifs, puis l'acteur bancaire fait le rapprochement entre les deux, les vérifications, et sur cette base décide si oui ou non vous avez la capacité d'emprunter. On a inventé il y a 6 ans le crédit instantané en utilisant l'IA et une directive européenne qui s'appelle la 2e directive européenne sur les services de paiement.
Plutôt que de nous donner beaucoup de justificatifs, les emprunteurs consentent, dans leur application de banque au quotidien, à nous partager leur historique de compte bancaire. On récupère 6 à 12 mois d'historique, on analyse la donnée et on prend instantanément une décision de crédit. Pourquoi c'est un cas d'usage très intéressant? Ça a eu des répercussions majeures. Pour les clients, leur fournir une réponse instantanée. Pour United, réduire ses coûts d'analyse crédit. Mais surtout, un point qui me paraît important et qui est très positif, c'est l'inclusion financière. En regardant tout un historique de compte bancaire, on peut commencer à prêter précautionneusement à des profils qui n'avaient pas accès au crédit. Les jeunes, les CDD. Je prends l'exemple des CDD. Si vous êtes en CDD, malheureusement, c'est très difficile d'avoir accès à un prêt. Parce que la banque qui vous prête sait que vous empruntez sur 5 ans et peut-être que dans 6 mois, vous n'aurez plus votre contrat de travail. Alors comment on fait chez United? On regarde l'historique passé, on voit que la personne est effectivement en CDD. Sur les 12 derniers mois, elle a eu effectivement 3 employeurs différents. Mais imaginons qu'elle ait gardé le même niveau de revenu mensuel avec ses 3 employeurs. Ça, c'est un profil de risque cherché par les banques. C'est quelqu'un qui a une forte capacité d'adaptation, une forte employabilité. Et en le croisant avec d'autres données, bien sûr, la qualité de sa gestion budgétaire, etc., eh bien, on peut commencer, grâce aux signaux faibles utilisés par des modèles d'intelligence artificielle. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle générative, là. Ce sont des modèles un peu historiques des 5-10 dernières années qu'on appelle des modèles de machine learning. Pour ceux qui aiment la tech, c'est des modèles XGBoost, c'est des sortes d'arbres de décision multiples, avec un nombre infini de branches, en quelque sorte. Et ça permet de détecter des profils solvables, historiquement refusés par les banques. Donc voilà, un cas d'usage très concret qui a eu des impacts majeurs pour nous, qui nous a permis d'innover, basé sur une directive européenne et qui, je pense, je sais, a eu un impact positif en matière d'inclusion financière. Merci Geoffroy. Maintenant, on va peut-être passer à un autre domaine, donc après le crédit, notre domaine qui est plutôt les marchés financiers et le conseil à l'investissement. Donc Marie Brière, c'est un peu votre domaine. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les potentiels de l'IA dans ce domaine? Oui, merci beaucoup Olivier, ravi d'être ici parmi vous. Donc effectivement, Amundi, c'est l'autre volet important de la finance pour les particuliers notamment, c'est la partie d'investissement. Donc Geoffroy vous prête et nous, si vous avez de l'argent, on peut l'investir. Alors pour les particuliers, mais pas seulement, ça peut être aussi pour des investisseurs institutionnels, des grands fonds de pension, des fonds souverains, etc. Alors comment on peut utiliser l'IA pour l'investissement ? Il y a 2 grands cas d'usage. Le premier, c'est d'aider à prendre une bonne décision d'investissement. Et on peut, grâce à l'intelligence artificielle, et notamment grâce au percée de l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, que vous utilisez très probablement au quotidien, le gérant d'actifs peut l'utiliser lui aussi. Le gérant d'actifs, mais aussi l'analyse financier, le chercheur, pour faire de meilleures recommandations d'investissement et prendre de meilleures décisions. Alors comment ? Il y a plein de manières. Il y a plein de manières d'utiliser l'IA pour prendre des décisions. On peut aussi utiliser de l'IA d'ancienne génération comme des outils de machine learning pour prévoir, par exemple, les rendements du marché action ou de titres particuliers sur le marché action. Mais on peut, et ça c'est peut-être les dernières avancées, vraiment utiliser l'IA générative et notamment les large language models, comme ChatGPT, pour décrypter l'information. Donc décrypter, par exemple, la communication d'une entreprise. Comment le dirigeant d'une entreprise, quelles sont ses perspectives sur le futur de son entreprise et est-ce qu'on doit acheter ou vendre le titre de son entreprise? Est-ce que les perspectives sont bonnes? Ça, on peut le faire sur la base d'une analyse textuelle, alors qu'on faisait déjà depuis longtemps. On faisait déjà de l'analyse textuelle sur la base d'outils qu'on appelait NLP, qui étaient des outils d'analyse un peu frustres, on va dire. Mais aujourd'hui, ça, on peut le faire de manière beaucoup plus sophistiquée avec des outils de type ChatGPT. De façon beaucoup plus sophistiquée, mais aussi de façon beaucoup plus simple, parce qu'avec un prompt, vous pouvez même essayer vous-même, un prompt très très simple, vous pouvez lui dire, imaginez que vous êtes un analyste financier qui doit prendre une décision d'investissement, on vous lui donne le texte, donc par exemple la communication du dirigeant, et il vous répond oui ou non. Si oui ou non, il pense qu'il faut investir sur cette base-là. Donc il va décrypter toute l'information pour dire si les perspectives sur l'entreprise sont bonnes ou sont mauvaises. Donc ça, c'est
Un premier cas d'usage, donc ça c'est un cas très simplifié, on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées sur des textes beaucoup plus complexes. On analyse par exemple, nous, les brevets. Les brevets qui sont générés par les entreprises, parce que là on a des textes extrêmement complexes qui pour un financier sont un peu du chinois, hein, et on va essayer par ce biais-là de décrypter si le brevet est vraiment innovant, s'il est disruptif, s'il a un potentiel, et si donc ça peut générer des bonnes perspectives pour l'entreprise. On peut multiplier les cas d'usage comme celui-là. Et le deuxième domaine qui est très important, où l'IA s'applique pour la gestion et l'investissement, c'est la relation avec le client. Et ça a un énorme potentiel. Aujourd'hui, vous interagissez, pour ceux qui vont parfois auprès de leur banquier, hein, vous interagissez avec un conseiller humain. De plus en plus, on voit des banques digitales se développer, où là, vous faites tout en ligne, mais avec assez peu d'interaction en langage naturel, c'est-à-dire que vous cliquez, etc. Demain, on interagira très probablement en langage naturel avec une IA qui vous aidera à cheminer à travers les services financiers, qui vous donnera des conseils, qui vous dira ce qui est adapté à la fois en termes de crédit, mais aussi en termes d'investissement, pour gérer de manière holistique en fait votre situation financière. Ça a un potentiel énorme. On n'est qu'au tout début encore, hein, je dois dire, alors notamment en Europe parce que c'est très régulé. Là, je reviens des États-Unis où il y a des innovations incroyables et également en Asie. Dans ce domaine-là, on y va plus prudemment en Europe et je pense que c'est une bonne chose parce que quand on voit ce qui se développe en Chine, etc., parfois ça fait un peu peur aussi. Parce qu'on peut utiliser en fait toutes les données. Je crois que tu parlais des données bancaires, des données de consommation, etc., pour analyser le profil de quelqu'un et essayer de lui faire une recommandation personnalisée sur la base de son profil. Donc ça vous permet notamment, l'IA, de personnaliser, donc d'avoir quelque chose qui va être vraiment adapté à vos besoins financiers, parce qu'on va pouvoir analyser une très très grande masse d'informations sur vous et donc fournir la meilleure recommandation. Donc je dirais que c'est ça les deux grands cas d'usage qui sont liés à l'investissement, hein. Donc prendre une meilleure décision d'investissement pour vous proposer des fonds qui potentiellement sont plus performants. La question c'est, est-ce que vraiment c'est plus performant que les décisions humaines? C'est un débat, mais, et ça j'y crois beaucoup, pour personnaliser la relation client. Merci Marie. Donc des outils très très puissants qui permettent d'aider les employés de la bancaire ou des gestionnaires d'actifs pour améliorer le service aux clients. Maintenant, on va peut-être passer à Agnès Benassi-Kéré. Donc, la Banque de France, évidemment, est prise dans ce mouvement. Donc, quelles sont les applications qui sont développées à la Banque de France pour tirer parti de ces potentialités de l'IA? Alors, tout à fait. Merci. Bonjour à tous. Donc, la Banque de France a aussi donc des cas d'usage de l'intelligence artificielle. Je vais en citer deux. Le premier, je ne sais pas si vous savez, la Banque de France a parmi ses tâches, ses fonctions, d'organiser le traitement du surendettement des ménages. Donc, si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est surendetté, eh bien, dites-lui qu'il peut mettre un dossier à la Banque de France. Donc, dans le réseau de la Banque de France, dans tous les départements, il y a un bureau où il peut déposer son dossier. C'est un service qui est vraiment très utile pour les personnes en difficulté. Donc, la Banque de France ne prend pas les décisions elle-même, mais elle organise les dossiers. Et en fait, les dossiers de surendettement des ménages sont souvent des dossiers assez complexes, des gens qui ont un parcours de vie complexe. Et avec donc les agents qui traitent ces dossiers sont face à des questions qui sont parfois compliquées et ils n'ont pas forcément une réponse précise et fiable. Et donc on a développé un assistant, en fait, IA, sur la base pas de l'information publique, mais plutôt de la masse documentaire de la banque. Et donc la personne qui reçoit soit physiquement, soit par téléphone, un particulier qui veut déposer un dossier ou qui veut savoir où en est son dossier ou à qui manque une pièce, etc., peut interroger son assistant pour pouvoir donner une réponse plus fiable et immédiate à la personne qu'elle a en face de lui ou elle. Et donc se concentrer son temps sur la relation humaine et les cas les plus complexes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place tout récemment. Et avec, pour l'instant, les enquêtes qu'on a pu faire à la banque montrent que ça a beaucoup de succès
c'est-à-dire que les agents l'utilisent vraiment. Un deuxième cas d'usage concerne la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Comme vous le savez, c'est un problème majeur pour le système financier. Alors, je pense qu'Olivier parlera peut-être du côté ACPR. Moi, je vais me concentrer côté Banque de France. Donc, la Banque de France a des clients, ça peut vous surprendre, mais il y a des banques centrales étrangères, par exemple, qui ont des réserves qu'elles déposent, pourquoi pas à la Banque de France, et la banque gère ces réserves, fait en sorte que, voilà, on peut les donner un petit rendement, etc. Et donc, ces clients ont eux-mêmes des clients. Donc, par exemple, un pays étranger va faire des opérations pour le compte d'entités publiques étrangères. Et donc, la Banque de France connaît bien, évidemment, ses clients directs, les banques centrales étrangères, mais a une visibilité assez limitée sur les clients de ses clients. Et donc, quand la Banque centrale étrangère passe un ordre d'opération, eh bien, la Banque de France doit vérifier qu'in fine, il n'y a pas un risque de financement du terrorisme, de blanchiment. Et donc, là, on va utiliser donc ça, c'est quelque chose qui est développé en ce moment, mais avec de très belles perspectives. On est en train de développer un outil d'IA alors là, c'est sur l'information publique, pour essayer de ramener des signaux faibles sur cette opération particulière. Et parce qu'un grand problème qu'on a, c'est ce qu'on appelle les faux positifs. C'est-à-dire qu'il y a énormément de soupçons et l'équipe est réduite pour traiter tous ces soupçons. Et donc cet outil, on a déjà testé, il permet de réduire les faux positifs, c'est-à-dire les soupçons qui en fait sont des faux soupçons, et de se concentrer sur les vrais cas sur lesquels on va pouvoir mettre de l'intelligence humaine. Donc ça, c'est une perspective qui est extrêmement bonne. On développe aussi cet outil pour les activités nationales, puisque la Banque de France est la banque du trésor public. Et donc, il y a des tas d'entités publiques, locales, etc. Et donc, on va aussi aider au repérage d'éventuelles transactions illicites. Merci Agnès pour ces produits qui ont l'air assez prometteurs en tant que, si on peut résumer, c'est des formidables assistants qui permettent de développer les compétences et d'accélérer la productivité des agents et de trouver des choses plus utiles. Maintenant, je vais passer peut-être à Olivier Flich. Quels sont les cas d'usage plus particulièrement dans le domaine de l'assurance? On a parlé de la banque, surtout. Qu'en est-il du côté de l'assurance? Oui, merci Olivier. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je fais partie de l'autorité de surveillance des secteurs bancaires et assurance. Donc il y a certains de mes collègues qui contrôlent Geoffroy. On ne contrôle pas Marie parce que on n'est pas en charge du secteur financier, mais on contrôle une partie de l'épargne par l'assurance vie. Donc on contrôle l'épargne, on contrôle le crédit, on contrôle le paiement et l'assurance, que ce soit l'assurance dommage, l'assurance auto ou l'assurance santé. Alors pour donc compléter le panorama, on a une équipe qui observe l'innovation, qui n'est pas en charge que du contrôle. On regarde aussi comment le secteur financier se transforme. Et donc on a fait une enquête il y a 1 an sur l'usage de l'IA dans le secteur bancaire, mais on en a déjà parlé, et dans le secteur assurance où on a interrogé une trentaine d'acteurs. Donc la photo que je vous donne, c'est la photo d'il y a 1 an. Depuis 1 an, les choses continuent de bouger et ça ne va pas s'arrêter rapidement. L'IA, il y a 1 an dans l'assurance, à peu près tout le monde en faisait. Et effectivement, pour reprendre la distinction que Marie a faite, on a 2 sortes d'IA. On a l'IA que j'appelle traditionnelle, c'est-à-dire celle qui va s'appliquer aux données quantitatives. Donc en fait, c'est le prolongement de méthodes statistiques, mais qui permet de gérer beaucoup plus de paramètres. Et cette IA-là, elle est déjà bien installée chez les acteurs. Typiquement, c'est l'IA qui va être utilisée pour la lutte contre la fraude. Les assureurs ont quand même un vrai sujet pour vérifier que les personnes qui ont des accidents, qui déclarent des sinistres, déclarent de vrais sinistres. Et donc, ils ont développé tout un tas de techniques pour lutter contre la fraude en croisant l'ensemble des informations dont ils disposent. Deuxième cas d'usage, ça va être le ciblage marketing. Donc, Marie en a parlé, l'intérêt de l'IA, c'est de personnaliser et de cibler, de
mieux voir quels sont les besoins des clients, de mieux les catégoriser. Et ça, l'IA traditionnelle le fait déjà très bien. Et dernier cas d'usage, c'est des cas d'usage d'efficacité interne qui permettent de router les mails automatiquement, etc. Sur cette couche-là d'IA traditionnelle, on voit arriver à très grande vitesse les cas d'usage de l'IA générative, donc, dont parlait Marie. L'IA générative, l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle permet de beaucoup mieux traiter tout ce qui est information de texte, et il y en a beaucoup en assurance, comme dans tous les secteurs financiers. Il y a des contrats, il y a des réclamations, des déclarations de sinistres, il y a de l'interaction. Quand quelqu'un a un sinistre, un dégât des eaux, une assurance, enfin un accident auto, il a besoin d'expliquer ce qui est arrivé. Et tout ça, l'IA générative va le faire très bien. Donc on voit rajouter des couches d'IA générative sur les cas d'usage dont j'ai parlé et qui permettent de développer, par exemple, dans la gestion des sinistres, des systèmes qui vont à la fois analyser les photos du sinistre, mais aller regarder dans le contrat si le sinistre, donc les dégâts sont pris en charge dans le contrat, et éventuellement préparer déjà une réponse au client pour lui expliquer si c'est couvert, etc. Et donc ces cas d'usage-là, qui sont en cours de développement, sont de plus en plus complets et permettent un traitement qui va aller peut-être un jour jusqu'à une interaction complète avec le client. On n'en est pas encore là, parce que ce qu'on a observé dans le secteur assurance, mais aussi dans le secteur bancaire, c'est que les acteurs sont très prudents quand il s'agit de parler aux clients. Il ne faut pas oublier, on en parlera peut-être, que l'IA générative, vous l'avez toute utilisée avec ChatGPT, elle fait des erreurs, elle fait des hallucinations, et donc les acteurs globalement sont assez prudents quand il s'agit de parler aux clients. Mais ça commence à arriver sur des choses un peu standards, du type chaque rentrée scolaire, il y a certaines universités, certaines écoles qui demandent des attestations de responsabilité civile. Alors c'est peut-être pas les étudiants, mais ça peut être les parents qui les donnent, mais tout ça maintenant se fait souvent automatiquement par des robots, des automates et de l'IA qui permet de détecter que c'est la période où on demande les responsabilités civiles. Voilà quelques exemples. Merci beaucoup Olivier. Donc voilà, après ce panorama et ces différents exemples, ces cas d'usage de l'IA, on va essayer de prendre un peu de recul et de voir un peu quels sont les impacts sur les institutions financières et globalement sur les principales fonctions qui sont gestion des risques, allocation du crédit. Et je vais commencer par poser une question à Geoffroy, aussi la question de l'emploi. Quel est l'impact de ces nouveaux produits sur l'emploi et la productivité dans le domaine de la finance? Je ne sais pas. C'est très compliqué, je pense, aujourd'hui de prédire, et ça sera peut-être un peu plus simple dans 2 ou 3 ans, mais aujourd'hui, prédire l'impact sur l'emploi de la révolution de l'IA générative, c'est très très difficile. Notamment parce que les choses évoluent très vite. Je crois que tu disais, Olivier, là, il y a un nouveau modèle de Claude d'Anthropic qui est sorti il y a 1 mois. Nous, ça a eu des impacts majeurs sur la productivité chez nous. C'était il y a 1 mois. Donc si on avait fait des prévisions en décembre, elles se seraient déjà avérées fausses. Je pense qu'il faut être assez prudent. Néanmoins, il y a quelques signaux quand même que l'impact va être important sur l'emploi. Hier, c'est publié sur Bloomberg des informations selon lesquelles HSBC, c'est un des plus gros employeurs bancaires du secteur mondial, 250 000 collaborateurs, allait se séparer de probablement 10% de son effectif, autour de 20 000 personnes, sur 3 à 5 ans. Alors, c'est pas très clair si c'est 100% à cause de l'IA générative ou pas, mais enfin, ça montre quand même l'ampleur de la secousse. Donc, je pense qu'il faut être très prudent. Ce qui est sûr, c'est que ça génère des gains de productivité. Nous, on l'a vu, on est 500 collaborateurs, on est 200 dans les équipes tech, data, produits, schématiquement. On a vu 2 impacts en 12-18 mois sur la relation client et son automatisation. Tu l'évoquais, Olivier. Sur l'analyse crédit, je vous ai dit tout à l'heure qu'on l'avait très largement automatisé. Et sur la rédaction de code informatique. Et l'IA générative, sur ces différents métiers-là, permet de faire 10 à 25% de gains de productivité en 18 mois.
Donc c'est monumental. Donc c'est possible quand même que c'est un impact fort. Ensuite, quand vous faites un gain de productivité, en tant que dirigeant, vous devez vous demander comment vous le réinvestissez. Imaginons, je suis un assureur, j'ai un call center de 100 personnes qui traitait jusqu'à maintenant les demandes d'indemnisation suite à des accidents automobiles graves. On va prendre la cellule accident grave d'un assureur. On imagine un bureau, 100 personnes. Il y a beaucoup de papiers, de documents, il faut vérifier la fraude. C'est des activités qui demandent du temps homme. Beaucoup de papiers, c'est un peu comme le surendettement, c'est les sinistres assurances, l'analyse crédit, tout ça dans le secteur bancaire. Beaucoup de papiers, beaucoup de temps homme. Peut-être que là, sur un métier comme ça, en quelques années, il y aura un gain de productivité de 50%. Donc moi, en tant que dirigeant de cette équipe-là, j'aurais plus besoin que de 50 personnes. Je peux faire différentes choses. Soit j'essaie de leur trouver un nouveau travail dans l'entreprise, soit effectivement on se dit on n'en a vraiment plus besoin, là c'est un peu embêtant, mais on peut avoir une autre approche de dire bon, qu'est-ce qu'on va faire du temps gagné maintenant qu'on a tout automatisé? On va décider peut-être sur les 50 d'en mettre 40 qui vont prendre leur téléphone, ils ne l'avaient jamais fait de leur vie, pour appeler les personnes assurées qui ont eu un accident grave, pour voilà, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez besoin d'un soutien psychologique? On est désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous de plus que ce qui était prévu dans notre contrat d'assurance? Parce que, en fait, le but d'une entreprise, c'est avant tout de se différencier par rapport à ses concurrents. Donc, si tous mes concurrents assureurs ont tout automatisé, brutalement, donnent les réponses très vite d'indemnisation, mais sans contact humain, moi, en investissant 40 personnes dans le développement de cette relation humaine, je pense que je me différencie, je gagne des parts de marché, et voilà. Donc c'est un exemple de réallocation de temps. Il y a bien sûr le développement de nouveaux métiers qui sont propres aux technologies. Il y a des nouvelles fonctions de surveillance des modèles. Ça n'existait pas trop. Maintenant, ça va commencer à des effectifs assez importants pour vérifier que les modèles ne partent pas complètement de travers. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des nouveaux métiers, mais il y a aussi une question de la réallocation des gains de productivité. Alors là, j'ai pris l'exemple 100, 50 qui sont impactés, 40 qui sont investis en temps homme. Donc il y a effectivement un gain de productivité de 10% qui va peut-être augmenter les marges de l'entreprise et lui permettre de déposer plus de brevets, de le faire de la R&D ou d'être plus innovant. Donc prudence, et à titre personnel, moi je constate qu'aujourd'hui, comme l'IA générative permet de créer du contenu dans tous les sens, ça peut plutôt être une perte de productivité. Là, je demandais à quelqu'un des équipes de réfléchir au lancement d'une nouvelle offre. Il y a 3 ans, on aurait eu une page que la personne avait mis une journée à faire, à écrire, à penser. Voilà le programme, le plan de lancement d'une nouvelle offre. Maintenant, en 10 minutes, je reçois 20 pages. Qu'est-ce que j'en fais? Je les lis ou je les lis pas? Je les mets dans un modèle qui me fait la synthèse. Mais c'est un peu... voilà, il y a une création de contenu dans tous les sens qui, je pense, à court terme, va quand même faire perdre pas mal de temps à pas mal de monde. Enfin, ça, c'est mon ressenti personnel. Merci Geoffroy. Donc effectivement, des nouveaux métiers, mais effectivement, ça change radicalement le comportement et le travail au quotidien. Alors, passer notre aspect, peut-être Marie, sur le client. Comment est-ce qu'il y a la valeur qui est créée pour lui? Comment est-ce qu'on peut voir les choses? Oui, c'est une question très importante. Est-ce que ça apporte de la valeur pour le client? Alors nous, on l'a mesuré parce qu'on a introduit, par exemple chez Amundi, un robot advisor sur des dispositifs d'épargne que sont l'épargne salariale. Donc l'épargne salariale, c'est quelque chose auquel beaucoup de salariés du secteur privé, donc si vous travaillez dans une entreprise, demain, vous aurez accès à la possibilité de recevoir de la rémunération variable de la part de votre employeur que vous pourrez placer pour l'avenir et donc sur des dispositifs d'épargne. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne savaient pas comment placer leur argent. Et donc, ils appelaient en disant, voilà, j'ai reçu 1000, 2000 euros, qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas comment le placer. Et donc, on a introduit un robot conseiller, ce qu'on appelle un robot advisor, qui donc va fournir des recommandations d'investissement. Il va vous dire, voilà, vous avez cette somme, et voilà, étant donné votre profil de risque, étant donné votre horizon d'investissement, voilà comment vous devriez allouer vos actifs. Vous devriez mettre une partie en actions, une partie sur les marchés obligataires pour diversifier vos placements. Et ça, c'est une recommandation personnalisée.
Et on l'a analysé, en fait. On a analysé l'impact que ça avait eu sur les gens. Et est-ce qu'après l'introduction du robot, ils avaient pris des meilleures décisions de placement? Est-ce qu'ils avaient eu des meilleures performances sur leur investissement? Et la réponse, c'est oui. C'est oui en moyenne. C'est pas oui pour tout le monde, mais c'est oui en moyenne. Et il y a eu vraiment un impact significatif. Et pour 2 raisons. La première, c'est que après le robot advisor, les gens se sont mis à investir un peu plus en actions. Parce qu'il y a des gens qui, c'est pas qu'ils veulent pas investir en actions, c'est qu'ils savent pas comment allouer leur capital. Et donc, ils restent sur des fonds monétaires, sur des choses très basiques, plutôt par méconnaissance. Le robot advisor, ces gens-là, les a incités à aller investir sur des indices, sur des fonds diversifiés en actions. Et ça a eu un impact positif sur leur performance. Et puis, la deuxième raison, c'est que le robot advisor les a fait rebalancer systématiquement leur portefeuille. C'est-à-dire, par des réallocations, revenir sur une allocation stratégique. Et ça améliore aussi la performance structurellement, plutôt que de faire ce que les gens font habituellement, c'est-à-dire ne rien faire, qui est la tendance naturelle, qui doit être la tendance que parfois vous avez dans certains domaines, la procrastination, ne faire rien, ou la tendance inverse qui est de trop faire, et notamment d'être procyclique, d'investir quand les marchés montent, mais peut-être vendre au plus mauvais moment. Et il y a aussi un certain nombre d'investisseurs particuliers qui malheureusement ont ce type de comportement. Donc ça, le robot a contré ces biais qu'on peut avoir en tant qu'humain en investissant et a permis aux gens d'avoir de meilleures performances. Donc un impact positif, mais je voudrais tempérer parce que il y a eu un impact positif en moyenne et il y a des effets très bénéfiques parce qu'on s'est aussi intéressé, là on fait des nouveaux travaux de recherche sur l'impact sur les inégalités. Parce qu'il y a une chose qui est très importante avec la technologie, Geoffroy en parlait, il disait avec United, il y a un rôle d'inclusion financière, on va pouvoir toucher des clients qu'on n'arrivait pas à toucher avant, qui ne recevaient pas de crédit. C'est la même chose sur le robot advising, c'est-à-dire qu'on va pouvoir conseiller des gens qui n'avaient pas accès au conseil parce que c'était trop cher, parce qu'ils n'ont pas accès à des bons conseils auprès de leur banquier, parce que le conseil financier, ça coûte cher, mettre quelqu'un de très qualifié en face d'un client, ça coûte très cher à la banque. Donc ça démocratise en fait le conseil, donc ça c'est une bonne chose. Et donc on a regardé l'impact que ça avait pu avoir sur les inégalités. Et alors il y a une chose très positive, c'est que ça réduit les inégalités de richesse. Donc par exemple, les gens peu fortunés, ces gens-là ont eu une meilleure amélioration de leur performance que les gens très fortunés. Parce qu'en fait, ces gens-là avaient des mauvaises performances en général, et donc le potentiel d'amélioration était plus important. Mais donc, ça réduit les inégalités. Donc ça, c'est un point très positif. Mais il y a un point plus négatif auquel on ne s'attendait pas du tout, c'est qu'on s'est rendu compte que ça introduisait des inégalités de genre. C'est qu'on avait des femmes qui faisaient à peu près comme les hommes avant, et qui, après l'introduction du robot, se mettent à faire moins bien que les hommes. Et pour quelles raisons? Alors, c'est des choses qu'on essaye de mieux comprendre. Et une des raisons, c'est qu'elles sont profilées. Et quand elles sont profilées, souvent, elles répondent qu'elles ne veulent pas prendre trop de risques, par exemple. Alors que les hommes, souvent, sont plus agressifs dans la prise de risques et donc se retrouvent sur des profils de risque supérieurs. Une autre raison, c'est que les femmes suivent moins bien les recommandations d'investissement. Elles n'ont pas le temps, elles s'occupent des enfants, etc. Enfin, il y a plein de raisons qui font que, ou peut-être ça les intéresse moins, elles suivent moins les recommandations qui leur sont proposées. Donc tout ça, c'est des aspects qui sont extrêmement importants. Quand on introduit une nouvelle technologie, il faut vraiment mesurer l'impact et comprendre l'impact que ça peut avoir sur la société. Il y a des impacts très positifs, mais il peut y avoir aussi des impacts négatifs et il s'agit de les mesurer et éventuellement, quand c'est possible, de les corriger. Peut-être un dernier point sur les risques et les problèmes que l'IA peut générer. Tout à l'heure, je vous disais, c'est très facile, vous pouvez faire vous-même avec un prompt très simple en 2 lignes qui vous disait imaginez que vous êtes un analyste financier et vous allez me donner une recommandation d'investissement. Donc ça paraît miraculeux. Et c'est miraculeux d'une certaine manière. Mais maintenant, il y a des chercheurs qui regardent ces recommandations un peu plus en détail et qui regardent si notamment est-ce qu'il n'y a pas des biais dans ces recommandations. Et en fait, on s'aperçoit quand on les analyse à grande échelle qu'elles sont biaisées. Par exemple, si vous fournissez la même information, mais pour différents titres qui appartiennent à différents secteurs, ChatGPT ne vous donne pas la même recommandation d'investissement. Donc par exemple, vous lui dites qu'il y a une augmentation de 6% des bénéfices. Est-ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il faut vendre? Et vous donnez 500 titres qui appartiennent à des secteurs différents. Il devrait vous répondre la même chose sur ces 500 titres. Non, il répond très positivement pour les secteurs de la technologie, par exemple, et certains autres secteurs,
et il répond moins positivement pour d'autres secteurs. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, on pense que c'est lié aux données d'entraînement, mais c'est des choses qu'on étudie actuellement. Il y a plein de biais de ce type-là. Un autre biais amusant, c'est que ChatGPT ne sait pas oublier le passé. Enfin, ChatGPT, je ne sais pas pour le citer en particulier, parce que tous les large language models sont comme ça. Il ne sait pas oublier le passé. Donc, par exemple, quand on lui demande si des choses sur le Covid avant 2020, il vous dit que oui, il y a eu des éléments liés au Covid avant 2020. Or, c'était absolument impossible, puisque personne ne pouvait imaginer le Covid avant 2020. Et même quand on lui dit, fais bien attention de bien oublier tout ce qui s'est passé avant 2020, donc même quand on le prompte de manière très précise pour lui demander d'oublier, il n'arrive pas à oublier. Il n'arrive pas non plus à oublier les patterns de prix, des indices boursiers. Donc, il y a des effets de mémorisation qu'on ne peut pas corriger. Et ça, c'est très problématique quand on veut construire une stratégie d'investissement, parce qu'on introduit des biais, on ne peut plus la répliquer en temps réel. Donc ces biais-là sont essentiels, il faut vraiment avoir conscience, vous-même quand vous utilisez la technologie, des problèmes et des biais qu'elle peut engendrer. Merci Marie. Peut-être passer maintenant à Olivier Plich. Quel est votre, au total, vous, de votre point de vue, est-ce qu'il y a plus d'avantages ou plus d'inconvénients en termes d'information des clients ? Oui, merci Olivier. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Marie, parce que la question du conseil donné aux clients, c'est une des questions centrales, à la fois pour les acteurs, mais aussi pour l'autorité de contrôle, puisqu'on cherche à protéger le client. Donc ce qui est très important pour nous, c'est que lorsqu'on donne un conseil d'investissement, un conseil d'épargne, on donne tous les outils au client pour comprendre le conseil qu'on lui donne, pour que ce client prenne la décision en toute connaissance de cause. Donc toutes les questions de biais, de manipulation, au sens neutre du terme, du client, c'est quelque chose qui est très important, enfin, de détecter pour nous. Alors nous aussi, on a fait notre petite expérience avec un robot advisor. On l'a fait donc avec une doctorante de Télécom Paris il y a quelques années, juste au moment de l'apparition des grands modèles de langage, donc on ne les a pas testés en tant que tels. Mais ce qu'on a testé, c'est le fonctionnement d'un robot advisor et la compréhension du client de ce robot advisor. Sachant qu'en assurance vie, comme en épargne, on a des réglementations qui sont destinées à protéger le client et à s'assurer qu'il a compris et qu'il prend la décision en connaissance de cause. Alors en termes de protection, nous, on est moins intéressés de savoir si ça va bien performer ou pas. Ce qui est important, c'est que le client ait choisi le produit qui lui correspond. C'est-à-dire qui correspond à ses besoins et qui correspond aussi à son appétit au risque. S'il est prudent, il ne faut pas lui vendre quelque chose qui est trop risqué. Donc on a fait une simulation de robot advisor où on interrogeait le client sur ses besoins, sur son appétit au risque, sur ce qu'il recherchait, et on lui proposait un produit. Et après, on a testé plusieurs types d'explications automatisées, c'est-à-dire sans interaction avec les humains. Donc on lui expliquait, soit par des diagrammes, c'est-à-dire, voilà, compte tenu de ce que vous nous avez donné, tel élément a pesé X% dans la décision du produit qu'on vous proposait. Et puis on a aussi testé des explications littéraires, c'est-à-dire des phrases, en disant voilà, on vous propose ça parce que vous avez dit ça. Et on a fait ça avec 2 échantillons. Un échantillon où on proposait le produit qui était vraiment adapté au client. Et puis un autre échantillon où on proposait un produit qui n'était pas adapté au client, mais qui était clairement pas adapté au client. Quelqu'un de très très prudent, on lui donnait quelque chose de très risqué. Et ensuite, on a testé la compréhension des clients par rapport aux informations qu'on leur donnait de façon automatisée. Et là, on a eu beaucoup de surprises qui nous ont fait même réfléchir sur le sens de la réglementation. La première chose, c'est que quelle que soit l'explication, on n'avait pas un meilleur niveau de compréhension de la part du client. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle, parce que ça veut dire que quand on est dans une interaction avec un automate, on n'a peut-être pas la même façon d'analyser l'information. Oui. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on avait des mauvais produits,
ils étaient moins bien compris, mais ils n'étaient pas rejetés. C'est-à-dire que les gens voyaient bien qu'il y avait un problème, mais ils acceptaient quand même le produit qu'on leur proposait. Et le troisième point, c'est quand on leur explique de façon littéraire, en fait, on renforce la confiance du client, même lorsque le produit est mauvais. C'est-à-dire que si vous parlez le langage humain, un automate qui parle le langage humain, donc les grands modèles de langage, vont renforcer la confiance, même s'ils vous vendent quelque chose qui est inadapté à vos besoins. Et ce décalage est encore plus marqué, on revient aux questions d'inégalité, lorsque le niveau d'étude du client est plus bas. Plus le niveau est bas, plus la confiance est renforcée par une interaction en langage naturel. Donc tout ça, c'est extrêmement important pour nous, parce que ça va nous obliger à réfléchir à la réglementation pour protéger efficacement les clients demain. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va avoir une vision plus générale sur. Donc, on voit qu'il y a des avantages et des limites. Et donc, en termes de stabilité financière, quelles sont les conséquences globales de tout ça sur Agnès Benassi? Alors, Olivier, est-ce que je peux rebondir un instant sur ce qui a été dit? D'abord, sur ce qu'a dit Geoffroy tout à l'heure, sur l'octroi de crédit et l'impact sur l'inclusion financière, avec donc la question qui vient derrière de l'impact sur l'emploi qui a été posé. Je pense que ce qu'il a dit était très intéressant, mais il faut aussi voir la productivité comme quelque chose au niveau agrégé de l'ensemble. Donc la personne qui a obtenu un prêt qui avant n'avait pas accès au crédit et qui obtient un prêt, peut-être qu'elle va pouvoir faire des études, peut-être qu'elle va pouvoir acheter un véhicule et donc trouver un emploi, peut-être qu'elle va même pouvoir démarrer une TPE. Donc il faut voir l'équilibre général de tout ça, c'est-à-dire qu'un meilleur accès au crédit, c'est potentiellement quand même plus d'activité. Il ne faut pas avoir au niveau de l'entreprise seulement. Et après tout, si ça permet de dégonfler un peu le secteur financier au profit d'activités à plus fort potentiel de gain de productivité, pourquoi pas. Et par contre, moi j'ai vu une étude qui a été publiée l'année dernière par le CEPR sur l'inclusion financière grâce à ces nouveaux outils. Alors c'était sur la Chine, donc bon, je mets un bémol. Mais ce qu'on voyait, c'est que ces nouvelles technologies pour octroyer du crédit sont extrêmement efficaces en termes de taux de défaut. Les taux de défaut sont beaucoup plus bas que par rapport aux prêts classiques. Mais et c'est là que je voulais interroger Geoffroy peut-être, la tarification est assez élevée. C'est-à-dire que le taux d'intérêt est franchement beaucoup plus élevé que ce qu'offrent les banques. Et en fait, on comprend très bien, parce que les banques peuvent se financer par des dépôts bancaires qui sont peu coûteux, alors que les fintechs, pas nécessairement. Donc l'idéal, c'est évidemment de pouvoir faire travailler les deux ensemble. Mais je vais peut-être l'interroger là-dessus. Alors sur le profil de CDD, le cas que j'ai pris tout à l'heure, mais c'est un très bon point. Nous on fait du risk-based pricing, donc on adapte la tarification selon le profil de risque. Imaginons qu'on ait 6 grandes catégories de risques avec un prix croissant. Effectivement, le profil CDD, on va pouvoir lui prêter alors qu'il a été refusé par tous les autres acteurs, mais on va probablement, sur les 6 catégories, il va être en catégorie 4, 5 ou 6. Donc c'est un très bon point. On a la chance en France d'avoir les taux d'usure, particularité française dans la précision de sa construction et de ses formules, qui limite les taux auxquels on peut prêter. Il y a 3 taux d'usure en France pour les crédits de moins de 3 000, de 3 000 à 6 000 et plus de 6 000 euros. Donc de toute façon, il y a des taux maximum qui encadrent la pratique commerciale. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et je doute, et je pense que ce n'est pas le cas, qu'en Chine, ils aient une structure aussi réfléchie de taux d'usure. Donc là, peut-être qu'ils vont identifier des profils limite, avec un risque élevé que tout le monde refuse, et les acteurs bancaires se font plaisir en facturant des frais élevés. Donc je pense qu'on est un peu à l'écart de ça. Mais... Là, je parlais des acteurs non bancaires. Oui, tout à fait. En 2023, taux d'intérêt moyen pour les PME, les banques 4,78%, je suis en Chine, et les fintechs 8,24%. Donc c'était franchement beaucoup plus élevé. Alors, je peux aussi dire un mot sur les agents, le conseil en matière financière. Donc, je voulais quand même dire, parce que là, on parlait d'outils qui sont utilisés, qui sont incorporés à des conseillers, enfin, qui aident des conseillers humains. Mais d'après une enquête sur l'éducation financière des Français, CSA pour la Banque de France et l'OCDE, toute récente, 2026,
17% des Français en 2025 ont déclaré avoir souvent consulté un outil d'intelligence artificielle, par exemple ChatGPT, Copilot ou Gemini, pour obtenir des conseils financiers. Et la proportion monte à 38% pour les 18-24 ans. Suivez mon regard. 41% pour les 25-34 ans. Bon, donc là, grosse alerte. N'interrogez pas directement ChatGPT pour savoir où il faut investir. Enfin, je pense que Marie a donné quelques biais qui peuvent un peu vous alerter. Pire que ça, on voit des vidéos créées par l'intelligence artificielle qui peuvent nous induire en erreur. Moi, j'ai en souvenir, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, une vidéo extrêmement convaincante du gouverneur de la Banque centrale de Luxembourg qui expliquait sur un plateau de télé qu'il fallait investir dans tel ou tel produit. Et en fait, c'était mais absolument pas lui. Mais c'était sa voix, c'était incroyable. Donc voilà, grosse alerte sur les fraudes et les arnaques qui peuvent survenir avec l'intelligence artificielle. Donc là, il faut vraiment s'en remettre à des institutions qui sont bien enregistrées à l'autorité des marchés financiers, etc. Et donc, ils sont régulés. Alors, pour en venir au sujet stabilité financière, les travaux qui existent, donc, en particulier, il y a Thierry Foucault à HEC qui dit bon, l'intelligence artificielle, ça permet d'abaisser le coût d'accès à l'information. C'est ce qu'a dit Marie. Donc, on a des robots qui vont aller chercher l'information tout seuls, comme des grands, dans la masse d'informations existantes. Et ce qu'il dit, c'est que, alors normalement, ça devrait améliorer, quand on améliore l'information, on rend les marchés plus efficients. Et en fait, ce n'est pas totalement évident parce que ces robots, ils récoltent essentiellement de l'information de très court terme. Et il n'y a pas beaucoup d'incitation à aller chercher de l'information sur les fondamentaux et sur le moyen long terme. Et donc, comme en plus l'IA permet de raccourcir le temps de réaction des traders par rapport aux nouvelles informations, on peut se retrouver avec beaucoup plus de volatilité en fait sur le marché. Et pire que ça, on a des travaux aussi d'expérimentation qui montrent que, alors, on peut avoir des agents IA qui font le trading tout seuls. Donc, ce n'est pas une aide pour le trader, c'est carrément, ils font tout seuls. Et puis, il peut y en avoir plusieurs sur le marché, et puis, en fait, donc, ils vont interagir entre eux. Et ça, on connaît assez mal les comportements que ça va générer. Et on commence à voir, éventuellement, des situations où les agents IA commencent à coopérer entre eux, en fait, et à manipuler le marché, à faire des genres de coalitions pour manipuler le marché. Donc, par exemple, créer une bulle, et puis la faire éclater à un certain moment, mais après avoir vendu eux-mêmes, et donc au détriment des investisseurs humains. Donc voilà, c'est des travaux qui sont un petit peu inquiétants pour les marchés, donc à suivre attentivement. On a potentiellement un grand gain, mais voilà, est-ce qu'on va pouvoir réellement récolter ces gains au service de l'utilisateur final, qui peut être un emprunteur, qui peut être un investisseur, ce n'est pas totalement évident. Merci Agnès. Donc, des potentialités importantes, mais des risques qu'il importe. Alors, on n'a pas abordé tous les sujets, on n'a pas parlé de l'impact, l'empreinte carbone, évidemment, de ces activités, mais peut-être qu'on va l'aborder maintenant. Donc, on voit que globalement, l'IA est très utile, offre des potentialités, déplace peut-être la frontière entre la machine et l'homme, en offrant en donnant des outils très utiles. Ce que j'ai dit, c'est un assistant qui peut être très utile pour les analystes bancaires et qu'il faut manipuler avec soin. Hein, c'est un peu le résultat. Mais on voit que globalement, une gouvernance de cette évolution s'impose. Donc on va essayer de réfléchir maintenant comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que ça se développe de façon le plus harmonieusement, qu'on ne bloque pas l'innovation et que néanmoins on essaie de limiter les risques qu'on a mis en évidence. Donc je vais donner la parole à Agnès. Alors Agnès, quels sont à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue des pouvoirs publics aujourd'hui pour piloter cette évolution ? Alors bon, au niveau européen, on a une régulation. La réglementation IA, qui est parfois décriée, mais en fait qui quand même fixe un cadre, donc dans lequel qui sécurise en quelque sorte, puisque les acteurs vont pouvoir déployer leurs innovations à l'intérieur d'un cadre. Enfin, je laisse les acteurs du secteur privé donner leur avis sur cette réglementation.
Au niveau international, donc, vous savez peut-être que la France a la présidence du G7, donc le groupe des 7 pays, disons, les plus avancés et de taille substantielle au niveau international. Donc on a les États-Unis, le Japon, le Canada, le Royaume-Uni, et puis l'Allemagne, la France et l'Italie. Et donc c'est dans le programme 2026 du G7, on a cette question de l'IA et de l'IA en finance en particulier. Donc on a commencé les travaux. L'idée, c'est pas de faire une réglementation mondiale, je pense que c'est utopique, mais peut-être de s'entendre sur des grands principes, et notamment de l'intervention humaine par rapport à l'IA. C'est-à-dire qu'on sait que la recherche tente à dire que le mieux, c'est quand même une interaction IA et intelligence humaine, mais ensemble. Bon, déjà, il y a une question de responsabilité. Marie en a touché un mot. À la fin, quand vous donnez un conseil à un client, vous prenez la responsabilité. Vous ne pouvez pas dire c'est l'IA. Donc, quand il y a une erreur, une hallucination, on peut dire c'est l'IA, c'est pas de ma faute. Non, il y a une question de responsabilité. Les entreprises sont responsables et donc forcément qu'il doit y avoir une intervention humaine. Mais même en dehors de ça, par exemple, on sait que l'humain est plus capable que l'IA de faire face à des situations complètement nouvelles. Or, les situations complètement nouvelles, malheureusement, il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas toujours très positives. Et donc, l'humain est plus capable aujourd'hui de réfléchir à ces situations qui ne sont pas dans les données du passé, puisque c'est totalement nouveau. Donc, là, voilà, on a besoin un peu des deux. Et on a besoin aussi d'une intervention humaine. Je parlais des agents IA qui interagissent ensemble, sans intervention humaine. Là, il y a un sujet. Il faut pouvoir rattraper. On peut penser aussi à l'information financière. Si les entreprises utilisent l'IA pour réaliser leur rapport annuel et que ensuite les analystes financiers utilisent l'IA pour lire les rapports, on a l'impression que ce petit monde-là fonctionne en circuit fermé. Et donc à un moment donné, il faut quand même qu'un humain vienne mettre son grain de sel là-dedans. Donc voilà, c'est les grands principes sur lesquels on commence à réfléchir. On est évidemment encore très loin du compte. Peut-être à l'autre bout du spectre, il y a la question de l'éducation financière. Vous savez peut-être que cette semaine, c'est la semaine de l'éducation financière qui est en train de se terminer. Donc partout en France, il y a plus de 500 événements sur l'éducation financière. Donc ça, c'est quelque chose qui a besoin qui est croissant au niveau international, parce qu'on voit que... Alors, donc en France, on vient d'avoir les résultats de l'enquête 2025, donc comme j'en ai parlé un instant. Donc le niveau monte au sens où, en termes de comportement financier, les Français sont de plus en plus, disons, prudents par rapport à leur budget, par rapport à leurs investissements. Il y a quand même une augmentation du niveau d'éducation en termes financiers, d'attitude financière. Par contre, au niveau des connaissances, c'est un peu stagnant. Et donc, par exemple, les intérêts composés, voilà, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Hein, si voilà, vous mettez 100 sur un livret d'épargne, il est rémunéré à 2%. Dans un an, vous avez combien? Bon, et dans 2 ans, bon. Donc ça, c'est pas des choses qui sont encore bien comprises. Donc, partout dans le monde, on met vraiment l'accent sur l'éducation financière, d'autant plus que maintenant, on a des influenceurs qui s'autoproclament conseillers financiers. Et c'est vraiment exponentiel. Et donc là, je vous mets vraiment en garde par rapport à ces influenceurs qui, souvent, n'ont mais absolument zéro formation en finance. Je pense que vous êtes meilleurs qu'eux. Voilà, donc l'autre bout, c'est comme l'éducation. Je pense que la nouvelle génération que vous représentez, enfin une grande partie d'entre vous, est quand même plus amène, je pense qu'il y a des enquêtes qui le montrent, arrive mieux à distinguer ce qui est l'IA, ce qui est se repérer dans les... sont moins naïfs sur les réseaux sociaux, mais néanmoins, les chiffres sont quand même inquiétants. Donc voilà, je pense qu'on peut prendre le problème par les deux bouts. Un bout, c'est la coordination des banques centrales et des régulateurs financiers au niveau international. Et puis l'autre bout, c'est au niveau microéconomique, une meilleure éducation financière pour mieux s'y retrouver dans ce monde foisonnant. Merci Agnès. Maintenant, on va peut-être rentrer plus en détail dans la question de la réglementation financière au sens du règlement IA. Donc, quel est, Olivier Lefich, à votre avis, comment est-ce que cette réglementation peut
mettre en avant et développer ce dont Agnès a parlé. Oui, merci. Donc un mot sur la réglementation. Je pense qu'il est très important dans un phénomène comme l'IA. On va devoir vivre avec l'IA. Donc il faut aussi qu'on pense à la partie régulation, réglementation de l'IA. Pour prendre l'exemple du secteur financier, la réglementation, elle a plusieurs objectifs. Elle a un objectif de rééquilibrer la relation entre le banquier, l'assureur qui sait beaucoup de choses et le client. Il n'y a pas de raison que la relation entre le client et une IA ne soit pas rééquilibrée de la même façon. Donc il y a une question de protection. Et comme on en a parlé, il y a une question de stabilité financière. La réglementation, elle a pour objectif de vérifier que les acteurs, les assureurs, les banquiers maîtrisent leurs risques. Et bien, quand ils utilisent l'IA, il faut aussi qu'ils maîtrisent leurs risques. Donc ces enjeux-là, il faut qu'on les adapte à l'IA. Et par ailleurs, on a un nouvel enjeu qui est beaucoup plus large que le secteur financier, et Marie en a parlé tout à l'heure, c'est les enjeux de discrimination, de profilage. On a vu que l'IA, ça peut aider à l'inclusion financière, ça peut aussi créer de l'exclusion financière. Donc le sujet, c'est de sortir de la pure technique et de poser la question en termes sociaux qui soient acceptés, que la société, donc l'Europe en fait, accepte un certain nombre de choses. Et donc c'est pour ça qu'on a cette réglementation sur l'IA qui est, je pense, la première aussi complète au monde. Alors elle est décriée un petit peu parce qu'il y a toujours la peur qu'on bride l'innovation, mais il faut voir aussi que donner une réglementation aux acteurs, ça permet aux développeurs et à tous les producteurs d'avoir une référence et donc de développer dans un sens qui respecte les règles posées par le règlement. Et c'est quoi les règles posées par le règlement? C'est des règles de bon sens. Hein. C'est assurer la sécurité, éviter la surveillance de masse et assurer notamment les questions, assurer qu'il n'y ait pas d'exclusion indue dans plusieurs secteurs et notamment dans le secteur financier puisque on considère que l'octroi de crédit, l'assurance santé, l'assurance vie, ce sont des biens importants et donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'exclusion. Donc c'est ça que propose la réglementation IA, c'est éviter que ces nouveaux outils aboutissent à de la discrimination, à de l'exclusion ou à des systèmes tellement compliqués que plus personne ne les maîtrise. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, mais c'est ça que propose le règlement. Et peut-être aussi un dernier point, c'est que ce règlement, il sert de modèle. C'est-à-dire que même dans les juridictions où il n'y a pas de réglementation, en fait, comme on a été les premiers à poser ce cadre, on oblige tout le monde à réfléchir à ces questions-là. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une très bonne chose. Merci. Donc il y a un pilote dans l'avion, heureusement, pour gérer cette transformation importante. Geoffroy, peut-être que votre avis par rapport à ces débats? Je pense que le secteur financier est plus près que d'autres industries à voir émerger une réglementation sur l'IA, parce qu'il est lui-même réglementé. Donc il est habitué, enfin, quand on est banque, établissement de crédit, assureur, à opérer dans un cadre, une autorité de tutelle, de gouvernance, de contrôle des risques. Donc on est déjà prêt, un peu plus prêt, je pense, dans notre industrie que d'autres pour ces réglementations autour de l'IA qui, je pense, sont globalement favorables. On attend un certain nombre de précisions sur l'IA Act, c'est des notions assez techniques. Qu'est-ce qui est l'opérateur, le diffuseur d'un modèle, etc. Bon. Et qu'est-ce qui rentre d'ailleurs dans le cadre de cette réglementation? C'est pas évident, hein. Parfois pour des modèles, c'est pas très clair. Est-ce que ça en fait partie, est-ce que ça n'en fait pas partie? Donc ça, c'est un sujet technique qui va se clarifier. Mais Agnès évoquait ce qu'on voit en Chine. Il y a une opportunité européenne pour créer un cadre sécurisé, rassurant pour les Européens, les consommateurs, pour les acteurs économiques autour de l'IA. Donc pour moi, je vois plutôt les choses sous un angle assez positif et optimiste. Merci Geoffroy. Et Marie, que pensez-vous au niveau européen? Comment est-ce qu'on doit avancer pour assurer cette transformation? Oui, donc je pense que la réglementation, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant d'une certaine manière, c'est de notre responsabilité, je pense individuelle, pour vous tous,
mais pour nous, acteurs financiers, de développer une IA qui fasse du sens et qui a un impact positif. Et donc, pour ça, pour s'en assurer, il ne suffit pas de la déployer et puis de se dire, bon, bah, on verra bien. Hein. Il faut, je pense, le mesurer. Et je pense qu'il y a un aspect extrêmement important, c'est d'être capable de mesurer son impact. Alors pour ça, il faut s'équiper pour mesurer, c'est-à-dire qu'il faut faire des études d'impact, mais il faut être capable aussi de mesurer la qualité de l'output de l'IA. Et il y a un gros enjeu, à mon sens aujourd'hui, c'est de développer de la recherche autour de ça. Quelles sont les métriques? Quelles sont les métriques qu'on doit regarder? Est-ce que c'est simplement la fiabilité de l'output? On parlait tout à l'heure de l'impact environnemental potentiellement. Hein. Utiliser à grande échelle l'IA, ça aura un impact environnemental hein, parce que ça consomme de l'énergie. Hein. Chaque prompt sur ChatGPT consomme une certaine quantité d'énergie. Donc il faut vraiment réfléchir à l'impact global que ça peut avoir. Et puis, il y a les impacts sociaux hein, dont on parlait tout à l'heure qui peuvent être aussi importants. Donc je pense que se doter de métriques est extrêmement important. Et alors effectivement, on en a d'autant plus besoin en Europe que je pense qu'on propose un cadre peut-être plus respectueux, que dans certains autres pays. On a parlé des États-Unis et de la Chine, plus respectueux de la vie privée, notamment des citoyens. Et malheureusement, les grands modèles de langage, hein, ChatGPT et autres, sont beaucoup entraînés sur des données américaines. Et alors, il y a aussi un enjeu qui est de développer des intelligences artificielles européennes ou au moins de les fine-tuner sur des données européennes de telle sorte qu'elles soient performantes sur les données européennes. Parce qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus performantes sur des données américaines que sur des données européennes. Donc, il y a aussi un enjeu de souveraineté. Et j'espère que vous participerez à cette construction-là aussi, en tant que citoyen européen, de se doter d'outils performants au service de ce qu'on veut comme porter comme déploiement futur de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Marie. Donc je crois qu'on est maintenant pratiquement arrivé à la fin. Donc on a vu que l'IA va certainement changer de façon significative, ne va pas bouleverser au sens de remplacer la finance, mais va modifier de façon significative. Et il est important de conserver l'humain au centre de processus. Je ne sais pas si on a le temps de demander une question. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Là-bas. Je vous écoute. Bonjour. Du coup, je m'appelle Tom Caron, je viens du lycée Turgot. Et juste pour en revenir sur l'utilisation de l'IA avec les entreprises, l'IA ne rend-elle pas les entreprises plus vulnérables sur le marché parce que finalement elles deviennent dépendantes d'outils IA qui appartiennent à d'autres entreprises? Ou bien est-ce que vous développez vos propres IA? Il y a un risque dont on n'entend pas parler, c'est le risque de concentration, que tous les acteurs financiers se mettent à utiliser le même outil IA. Et donc c'est comme s'il y avait un seul acteur, et donc du coup il ferait la pluie et le beau temps sur le marché, et ça pourrait générer un appauvrissement du marché en termes d'information, en termes de diversité des acteurs. Qu'est-ce qui fait la stabilité d'un marché? C'est vraiment la diversité des acteurs, le fait que tout le monde n'achète pas ou ne vend pas au même moment. Et donc c'est stabilisant. Alors donc là, je parle de marché financier, peut-être que la question était sur les entreprises. Oui, mais effectivement, il y a un gros risque parce qu'on parlait des biais, donc ces biais existent. Alors, il y a les biais qui ne sont pas voulus, en fait, qui sont liés aux données d'entraînement et qui font qu'on a des recommandations plus sur une entreprise que sur une autre. Et puis, il y a les biais qui sont peut-être voulus parce qu'il y a un accord commercial dont on n'est pas au courant. Et ces biais-là, ils sont potentiellement problématiques. Aux États-Unis, on a maintenant des agents qui vous font des recommandations d'achat, par exemple, qui vous disent vous voulez un canapé, il vous fait proposition de 5 canapés. Et puis l'agent peut acheter pour vous aussi, mais c'est bien qu'on vous propose finalement quels sont les accords, quels sont les partenariats qui existent entre ChatGPT et les différentes entreprises. On n'en sait rien, il n'y a aucune transparence là-dessus. Donc oui, c'est potentiellement problématique et ça peut potentiellement entraîner des biens importants et des mauvaises recommandations. Merci, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. La séance suivante nous attend et donc merci à toutes et à tous pour... Merci.